Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle émission et aujourd'hui on s'enflamme pour la fleurettiste Isaura Tibus. Salut Isaura, Salut, ça va, tu vas bien? Super ça bien. va super. Installe-toi dans ce beau canapé, sur ce beau plateau customisé pour l'occasion. J'ai vu ça, ouais, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Isaura, je te présente pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tu as 34 ans, tu pratiques donc l'escrime, plus particulièrement le fleuret. Ton palmarès est incroyable. Alors, j'ai envie de sortir les pop-corn pour le visionner, mais moi, j'ai prévu quand même autre chose pour toi. Ah, Voilà, je sais que ça, tu aimes beaucoup. Il est un peu tôt, mais Voilà. ça ne se refuse pas. Les petits Merci. crocodiles. Et je vais pouvoir énoncer tranquillement ton palmarès qui est très conséquent. Il va s'afficher tout de suite à l'image. Championne du monde en 2022, vice-championne du monde 2018, médaillée de bronze également des mondiaux en 2017, 4 fois en bronze au championnat d'Europe, 4 victoires en Coupe du Monde, 4 participations aux Jeux Olympiques avec notamment une médaille d'argent par équipe en 2021 à Tokyo. Isaura, quand tu vois ce palmarès affiché devant tes yeux, tu te dis quoi là? Bah, que je me souvenais même pas de tout, mais non, je suis super fière. J'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer à différents niveaux, à différentes compétitions, d'être assez constante aussi. Et puis ça fait un moment que je suis là au final. Oui. Non, super fière de ce palmarès. Alors c'est une saison de reprise pour toi, hein, après plus d'un an d'absence, le temps de se remettre de ton opération des ligaments croisés du genou gauche. Tout simplement, comment ça se passe? Est-ce que tu retrouves un peu tes sensations sur les pistes? Oui, c'est dur. Ouais. C'est dur, mais c'est super intéressant. C'est encore plonger dans une nouvelle expérience, dans l'inconnu. C'était quelque chose que j'avais jamais eu à faire. C'était ma première opération. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas remis les pieds sur une piste de compétition. Donc c'est reprendre ses repères. Mais je disais à ma psychologue que c'est comme être sur le même mur d'escalade, mais où les prises sont à différents endroits. Donc c'est très familier, mais c'est encore nouveau. Et ça me fait apprendre des nouvelles choses sur moi et de me découvrir à nouveau. Et c'est super intéressant, donc j'adore. Mais très dur. Ta psychologue Myriam Salmi, Oui. bien connue, hein, qui accompagne beaucoup d'athlètes de haut niveau. Alors Isaura, tu es une championne, on l'a vu avec ton palmarès, mais tu es bien plus que ça également. C'est pas moi qui le dis, c'est une championne olympique. C'est vrai. Coucou Maïsa, je te fais ce petit message pour te remercier d'avoir montré qu'on n'était pas que des athlètes, qu'on pouvait avoir des passions dans la vie, des passions plutôt stylées même. Donc merci de nous montrer qu'on n'est pas juste des personnes qui vont transpirer et qui travaillent dur, et qu'on est des personnes qui aiment la vie. Merci aussi d'avoir montré plein de choses. Merci d'avoir montré qu'on pouvait avoir des projets qui étaient différents que la route qui était tout simplement tracée autour de nous, qu'on pouvait un peu casser des codes, casser nos histoires. Et évidemment, c'est surtout ça que je voulais te dire, c'est que tu as créé dans cette période si difficile quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est ton projet Essential Story, un projet qui est magnifique parce que tu mets en avant les femmes, tu laisses parler les femmes et tu montres autre chose que ce que les gens ont l'habitude de voir. Donc bravo pour tous ces projets, ce que tu fais c'est extraordinaire. Tu es une femme si forte et si puissante, je suis fière de toi. Je suis fière de pouvoir dire que je te connais et que je suis proche de toi. Je te fais des gros bisous, je t'aime fort et profite bien de ton émission. À très vite sur les pistes. Moi aussi, je t'aime, ma Manon. Un beau message de Manon Apiti-Brunet, championne olympique d'escrime. Alors je suppose qu'elle t'a déjà dit tout ça, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Oui, ça m'émeut forcément. On était ensemble lundi sur le lancement de mon magazine, mais au-delà de ça, on s'entraîne ensemble et on se voit aussi dans toutes nos phases. Donc je l'ai vue enceinte, je l'ai vue avant les Jeux, s'entraîner et avoir des doutes et devenir championne olympique. Et moi, j'ai jamais douté d'elle, donc ça me fait très plaisir qu'elle pense ça de moi et elle m'inspire aussi beaucoup. Donc ça me fait chaud au cœur. La question rituelle de l'émission, Isaura, la dernière fois que tu t'es enflammée, pas forcément sur une piste d'escrime. La dernière fois que je me suis enflammée, c'était ce lundi au lancement de mon magazine. Je pense que c'était. Tiens, tu peux nous le montrer, ce beau magazine quand même. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais il est magnifique. 1900. 1900. Oui, c'était le lancement de ce magazine qui était énormément de travail. C'était un an et demi de travail. Et d'arriver jusqu'au bout de ça et de le partager avec les gens qui soutiennent le sport féminin et qui soutiennent la démarche et la vision et de voir mes amis
Et c'était aussi un public, c'était des gens hyper, qui venaient de différents horizons. Ouais. Et il y avait des athlètes, il y avait Colline que tu as reçue dernièrement, Colline il y avait Villard. Manon, les nageuses synchro, il y avait énormément d'amis sportives, mais il y avait aussi des amis d'autres horizons. Et ça faisait plaisir que sur un seul endroit, on pouvait se retrouver et fêter et célébrer ensemble pour des choses qui sont plutôt cool. Et il est magnifique ce magazine, je tiens à te le dire vraiment. Un gros travail fourni par toute l'équipe. Merci, C'est gentil. merci de l'avoir amené sur le plateau. Bon, à l'heure où on enregistre cette émission, il est tôt, donc je pense qu'on a besoin de s'enflammer un petit peu. Ah, Hein vas-y, Allez, on y va. c'est parti, on va allumer le feu. Alors Isaura, pour poser le décor, rapidement le fleuret pour les nuls. Ah, Qu'est-ce que oui. C'est alors l'arme d'initiation à l'escrime, donc c'est une arme comme les autres armes, on touche en 15 touches, mais en 3 fois 3 minutes, et on peut toucher du coup le buste et le dos, et c'est assez compliqué à comprendre, donc je vais Oui, pas il y a vous une faire histoire le- de priorité. Exactement, Oui, exactement. on voit bien. Comment tu décrirais ton style de fleurettiste, la patte Tibus, qu'est-ce que c'est? Je pense que je suis assez offensive, assez attaquante, et que j'ai une escrime assez complète techniquement, mais plutôt belle. Voilà, la meuf qui se la pète. Je trouve qu'elle est assez esthétique. Et au final, je pense, en tout cas en tant qu'escrimeuse, qu'avec moi, c'est jamais fini. Ouais. Et que je me bats vraiment jusqu'à la dernière touche. Ouais, en effet, tu l'as fait toute ta carrière. Justement, on va se replonger dans tes débuts. Isaura, toi, tu as débuté l'escrime à 7 ans, en Guadeloupe. Oui. Coup de foudre, tout de suite. Ouais, vraiment, ouais, 7 ans. Je faisais de la danse classique avant, et au final, je suis tombée sur l'escrime et ça m'a vraiment happée. Ouais, tout de suite. Qu'est-ce qui t'a plu, en fait? Ce jeu d'échecs, un peu Je pense que j'ai un petit frère, Ouais. et du coup à la base c'était plutôt pour lui qu'on allait dans une salle d'escrime, et en fait on se battait déjà à la maison. J'avais déjà un peu ce truc de j'aime jouer, j'aime l'opposition, j'aime avoir quelqu'un en face de moi, et je trouve ça hyper ludique, et vraiment quand j'ai essayé ça m'a amusée tout simplement. Je pense Ouais. que ça s'explique pas, c'est assez abstrait. Donc, non, j'ai adoré. Et j'avais l'impression de pouvoir être moi-même, pouvoir être libre. Et à côté de ça, ça reste un sport où on réfléchit beaucoup. Et j'aimais ce côté stratégique et ce côté où on doit piéger l'autre, trouver des solutions pour pouvoir le toucher. Donc, c'était hyper complet. Et je pense que ça va très bien avec toutes les facettes de ma personnalité. Tu compares l'escrime à un Rubik's Cube, hein, même. Oui, Un peu ça, je l'ai comparé un peu à ça, mais alors que je ne finis aucun Rubik's Cube, donc ça n'a Moi non plus, aucune t'inquiète raison, pas. cette allégorie. Mais oui, je pense que c'est... En tout cas, ce que j'aime, c'est que c'est jamais la même chose. Ouais. Et même si on rencontre 10 fois la même adversaire, ce ne sera jamais la même histoire. Donc il y a vraiment cet aspect d'analyse sur l'instant et en même temps d'intuition, parce que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir à tout. Et c'est un peu cette fine ligne, en tout cas se trouver cet équilibre, ou en tout cas aller sur ce spectre où des fois on est entre anticiper, analyser et lâcher prise totalement et laisser cours à son intuition. Bien sûr. Donc 7 ans, début de l'escrime. 10 ans plus tard, 17 ans, tu quittes ta Guadeloupe natale, direction le Pôle Espoir d'Aix-en-Provence. Comment tu as vécu tout ça, le déracinement un petit peu? Ça a dû être compliqué à gérer, non? Je l'ai repoussé le plus possible, Ouais. déjà. T'aurais pu y aller à quel âge? Je pense, 14 ans, Ah oui, 15 ans. ok. Mais je pense que quand je suis partie, j'étais prête à partir. C'était une nouvelle aventure. C'était un challenge personnel aussi. Ma famille m'a beaucoup entourée, m'a beaucoup soutenue. Mais ça reste en effet un déracinement culturel, quelque chose vraiment, un saut dans l'inconnu. J'ai été en pôle espoir à Aix-en-Provence. Ouais. Et du coup, j'avais déjà été donc en pôle Antilles-Guyane, mais il était à 10 minutes à pied de chez moi, donc ça n'a absolument rien à voir. 10 minutes à pied de mon lycée, vraiment là où j'ai grandi. Donc c'était un peu découvrir une nouvelle façon de fonctionner, des nouvelles personnes, et puis rentrer dans le circuit du haut niveau. Et une des difficultés, c'est que ma famille allait toujours rester en Guadeloupe, donc on est très loin, et des fois, le week-end, on restait seul entre ultramarins. Et voilà. Perfectionniste, bonne élève, rebelle, combattante.
Tu te décris comme un paradoxe ambulant dans ta série Focus, hein, petite série que tu as imaginée pour montrer les athlètes féminines bien au-delà de leur performance. Paradoxe ambulant, c'est vraiment ce qui te correspondait bien quand tu étais plus jeune? Ouais, je pense que j'ai toujours eu plusieurs choses en moi qui peuvent sembler paradoxales. Par exemple, je suis très perfectionniste ou la bonne élève. J'aime avoir les bonnes notes, enfin quand j'étais jeune et ce genre de choses. Donc je peux être disciplinée et en même temps sur les commentaires des profs et tout, c'était vraiment rebelle. Enfin, n'est jamais d'accord avec l'autorité ou quoi. Et donc j'ai toujours remis en question, je pense, les choses qui étaient prédéfinies, préconstruites. Et ça a toujours été un truc où voilà, j'aime remettre en question pas l'autorité spécialement, mais en tout cas pourquoi elle existe. Et voilà, donc j'ai un peu ce paradoxe. Pareil pour mon escrime, par exemple, où je dirais que je suis assez technique comme escrimeuse et en même temps, j'ai un côté très intuitif qui fait que les deux ensemble vont bien. J'aime m'habiller de façon très féminine et être très, très masculine. Voilà, toutes ces choses qui peuvent sembler... je suis très forte, les gens pensent que j'ai un caractère très fort, très affirmé. Et en fait, je suis hyper sensible. Donc voilà, je pense que c'est tout ça que j'ai essayé de dire à travers cette phrase. La société aime beaucoup les cases. Tu le Oui. sais, hein, mettre les personnes dans des cases, la contradiction, le paradoxe, en général, ça dérange. Oui. Est-ce que ça, tu l'as ressenti? Est-ce que ça a pu te faire défaut parfois dans tout ton parcours? Oui, par exemple, c'est des choses que j'ai toujours essayé de comprendre. Les athlètes, on leur demande forcément de se concentrer à 100% sur leur pratique sportive. Et moi, je ne me suis pas toujours retrouvée dans cette description de l'athlète qui pense qu'au sport et qui fait rien d'autre, et j'ai toujours eu des intérêts à côté. Et par exemple, c'était très important pour moi de faire des études. À côté, ça a toujours été des freins par les coachs autour ou par les fédérations et des combats pour dire oui, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Et donc, quand j'ai fait une licence d'économie, après j'ai été en école de commerce, on m'a dit que j'étais pas dans une démarche d'athlète de haut niveau, par exemple, parce que j'avais envie de faire des études, des hautes études à côté. Et puis après, plus tard, quand j'ai voulu m'intéresser à la mode, c'est que j'étais pas assez concentrée sur le sport et ce genre de choses. Et puis aussi, quand j'ai remis en question certaines choses, ou le sexisme dans ce milieu très masculin, la façon dont les dynamiques étaient entre les groupes hommes et les groupes femmes, pourquoi il y avait des différences, ce genre de choses, c'est des choses qui étaient importantes pour moi de mettre en avant, tous ces dysfonctionnements que je trouve qui n'étaient pas normaux. Et puis oui, quand je suis partie par exemple aussi à l'étranger, ça a beaucoup créé des discussions parce que c'est des choses qui n'avaient pas été faites avant. Donc je pense que c'est difficile de remettre en question l'ordre établi. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu voulais devenir une championne? Est-ce que c'est des questions que tu as pu te poser? Bien sûr. Et tu as trouvé la réponse? C'est une très bonne question parce que je pense qu'il faut être un peu égoïste et égocentrique. Oui, de l'égocentrisme positif. Oui. Pour pouvoir, en tout cas, se dire qu'on veut devenir le meilleur au monde. Mais il y a aussi pourquoi on le fait. Oui, c'est une question que je me suis posée énormément. Est-ce que c'est pour le succès? Est-ce que c'est pour la reconnaissance? Est-ce que c'est pour juste l'amour du sport? Parce que je pourrais très bien faire du sport loisir et dire que j'aime l'escrime. Mais il y a vraiment ce côté de dépassement de soi et de finalement aller sur une piste et de voir qui est la personne la meilleure à ce moment-là, à l'instant T. Et c'est très stimulant, c'est quelque chose en tout cas qui me fait vibrer, mais qui est très dur aussi quand on n'y arrive pas. Et pourquoi on traverse aussi tous ces moments difficiles, ces moments de doute, ces moments de défaite, qui ne sont pas simples à gérer. Et on se demande pourquoi on reste aussi dans un environnement ou un mode de vie qui des fois est quand même assez difficile à supporter. Et comment on navigue dans ce monde-là. Ouais, donc, c'est des questions, ouais. En tout cas, moi, c'est des questions que je me pose souvent. Ah ouais, peut-être que je me pose trop de questions. Non, mais tu as raison. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser aussi. C'est un sujet assez complexe. En tout cas, on l'a vu, on va en parler. Tu as une carrière semée d'embûches, mais une carrière magnifique, notamment avec 4 participations aux Jeux Olympiques. On s'enflamme, on parle des Jeux, vous le savez maintenant.
4 Jeux Olympiques, c'est quand même pas rien. On va voir justement ces 4 participations, Londres, Rio, Tokyo et donc Paris. Premier JO à Londres, donc tu étais très jeune, hein, une élimination en huitième de finale. La Isaura de 34 ans, qui est dans ce canapé, quel conseil elle donnerait à la Isaura de 21 ans qui s'apprêtait à découvrir les Jeux? C'est très intéressant comme question. Je pense que j'étais un peu stressée, j'avais aucune idée de ce que c'était les Jeux. J'y avais pas vraiment rêvé, ça a été très très rapide. Parce qu'on s'est qualifié sur la dernière épreuve qualificative. Donc jusqu'au dernier moment, je ne savais pas que j'allais participer au jeu. Je pense que je lui dirais de croire en elle, parce qu'elle n'avait pas, en tout cas, conscience qu'elle en était capable, et elle en était déjà capable, je pense, à cet âge-là. Et je bats la championne d'Europe en titre, Deriglasova, juste avant, donc c'était un très très gros tirage, j'étais très stressée. Je me suis dit, ma famille va venir pour rien. Et au final, j'ai fait un super match. Et après, je perds sur Ikeata, où j'étais un peu dans la retenue. Et le match est passé très vite. Et il y a aussi l'épreuve par équipe qui a été très difficile à gérer. Je pense que je pense qu'il y a des choses, même si je lui dirais, elle doit faire l'expérience par elle-même. Parce que c'est des choses au fil des années. Peut-être que si je n'avais pas connu ça, j'aurais peut-être pas eu les médailles d'après. Donc non, en vrai, je la remercie d'avoir tout donné déjà et de m'avoir permis d'en apprendre de cette expérience parce qu'elle m'a servi plus tard. Ce conseil que tu te donnes à la toi de cette époque, on te l'a donné à l'époque ou pas? D'avoir confiance en moi? Ouais. Des personnes, des athlètes peut-être, on peut te le dire, on peut te dire Isaura, là, tu as déjà les capacités pour faire quelque chose. Je pense que certaines personnes, oui. Mais quand même, quand c'est ta première participation et que tu es jeune, il y a un truc où on ne te laisse pas y croire complètement. Ouais. Il y a quand même un truc où c'est déjà bien que tu y sois, où si c'est pas pour maintenant, ce sera pour après, tu as le temps d'y arriver. Et ça peut freiner un peu, je pense, ou ne pas complètement saisir ce moment où on se dit, où on a les gens autour de nous qui y croient comme si c'est vraiment, vraiment possible. Et après, on verra. Au pire, on rate, mais pas... il y a ce léger 10%, je pense, qui peuvent faire la différence. Ça se joue au détail, de toute façon, le haut niveau et la performance. Mais tu as raison, parce que moi, j'ai un souvenir des athlètes de Tokyo, par exemple, à qui on disait ne t'inquiète pas, de toute façon, tu es programmé pour Paris 2024. Et je pense que ça peut mettre quelques freins. Oui. On peut se dire, ah bah d'accord, bon, bah, c'est pas grave, alors si Tokyo, ça le fait pas, je suis programmé pour Paris. Mais bon, en tout cas, voilà, des premiers Jeux, la découverte aussi de ce que c'est, les Jeux Olympiques, cette compétition, la plus belle compétition du monde. Tes deuxièmes Jeux, ça se passe à Rio. Donc des magnifiques Jeux Olympiques. Là, par contre, tu arrives avec de gros objectifs. Tu es souvent comparé aussi avant ces Jeux à Laura Flessel. Oui. Alors, c'est pas la même arme, hein. Laura Flessel, c'est l'épée. Vous êtes toutes les deux guadeloupéennes, donc il y a un point commun. Ça a pu te rajouter une pression, toi, d'être comparé constamment à Laura Flessel? Ça ne m'a pas rajouté de pression en soi, mais je n'ai pas nécessairement compris la comparaison parce que c'est des temps différents, c'est des armes différentes, et puis elle avait un tel palmarès qu'à l'époque, déjà, il me paraissait un peu inatteignable. Enfin, ce n'était pas une comparaison nécessaire. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire, donc j'étais flattée, mais je ne me suis jamais comparée à elle. Je ne me suis jamais dit je vais suivre les traces de Laura Flessel. J'ai toujours pensé, en tout cas, à ma propre carrière et à faire mes propres expériences. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que j'ai compris, mais avec du recul, j'aurais pu dire non. Et j'ai laissé dire parce que c'était tellement, tout le monde le disait, et puis voilà. Donc, je ne l'ai pas pris personnellement. Par contre, ce qui est beaucoup plus réel et beaucoup plus sympa, c'est qu'elle était sur place à Rio et que c'était ses premiers Jeux où elle ne participait pas puisqu'elle a été porte-drapeau à Londres, mais elle était là et que, en tout cas, quand j'ai fini en quart de finale, j'étais quand même très déçue parce que j'y croyais beaucoup à cette médaille déjà là à Rio. C'était différent, j'avais pris confiance et j'ai eu une grande discussion avec elle, et c'est une discussion qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup touchée. Elle a pris le temps de me donner énormément de conseils sur justement ces périodes où on n'a pas atteint nos objectifs, qui lui est arrivé aussi dans sa carrière, et comment on apprend de ça et on rebondit, et ça m'avait beaucoup touchée.
Tu l'as dit, défaite en quart contre la Russe Aïda Shanaeva, avec un scénario un peu frustrant. Tu mènes 13-12 avant la dernière période de 3 minutes et puis elle inscrit les 3 dernières touches finalement. Éliminer en quart, c'est un peu le pire des scénarios parce qu'éliminer en demi, tu as encore une chance pour accéder à la médaille. En quart, bon, ton parcours se termine, quoi. Oui. Oui, non, c'est vrai qu'avec du recul, c'est un match où je suis sortie un peu sans regret vraiment parce que j'avais quand même très bien tiré. Et en effet, sur la fin du match, ça s'est pas fait. Elle avait, c'est une petite anecdote, mais c'est très marrant parce qu'elle était coachée par Stefano Cirioni, qui est un Italien, et qui après est devenu mon coach. D'accord. Et du coup, on a discuté de ce match parce qu'à 13-12, elle tombe sur moi et elle tombe par terre et elle appelle le médical. Ouais. Et en fait, on avait une pause de 10 minutes. Ah, et elle prend la pause de 10 minutes et ça a cassé le match en fait. Et là, je me souviens d'avoir regardé mon coach, d'être sortie un peu de cette dynamique. Oui. Et en fait, des années plus tard, Stefano m'a dit que c'est lui qui lui criait « Mais je vais te lancer la chaise si tu casses pas le match, tombe maintenant, appelle-le ». Donc en fait, elle était tombée. Tactique. C'était complètement tactique. Et à l'époque, j'avais pas du tout enfin, j'étais un peu naïve sur ça. Pour moi, l'escrime, c'était que ce qui se passait sur la piste et pas ce qui se passait en dehors. Et au final, avec l'expérience, tous ces petits détails comptent, cette petite part de vice aussi, mais exactement. Du vice positif. Oui, et certains vont beaucoup plus loin que d'autres. Oui. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis après de travailler sur le fait de ne pas en être perturbée, par exemple, d'avoir des outils, des choses que je mets en place pour rester dans mon match et pas me laisser affecter par ce genre de choses. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent te déstabiliser dans un match et c'était une expérience. Malheureusement, c'était sur les Jeux, mais voilà, ça reste une très grande championne que j'ai vue aussi parce que ça a été sa dernière compète et qui m'a dit que c'était un très beau match pour elle et voilà, c'est le jeu. Et il y a une autre très très grande championne qui est russe également, qui a d'ailleurs remporté ces Jeux de Rio, Irina Deriglasova, on en a parlé un peu tout à l'heure, que tu vas retrouver 2 ans plus tard au championnat du monde 2018 à Wuxi en Chine. C'est un quart de finale. Alors à cette époque-là, la Russe, elle est numéro 1 mondiale, donc championne olympique en titre, double championne du monde, double championne d'Europe. Bref, c'est une légende de la discipline. Tu réalises un match énorme, 14-14. Tout va jouer sur la dernière touche. Et je te laisse, Isaura, nous expliquer la suite, la fin. La fin. Non, en fait, à l'escrime, il y a la fin du temps. Et si on est à égalité, on passe à la mort subite. Et du coup, il restait 5 secondes, je crois. Et je sentais que j'avais l'ascendant psychologique sur ce moment. En fait, je remonte, du coup, je reviens à 14 partout. Et elle était très déstabilisée. Je me suis dit, je ne vais pas attendre la fin du temps. Et je vais aller directement sur ces 5 secondes et j'ai été au prêt à aller sur une attaque et c'était un coup de jackpot, mais ça a marché et c'était vraiment un super moment. Ça a été un tremblement de terre, ça, dans le monde de l'escrime, de battre Deriglasova qui était dans une forme olympique, on peut le dire. C'était fou. Alors j'ai de très bonnes stats avec Derry. Ouais. Comment tu l'expliques ça d'ailleurs ? C'est une championne hors norme. Je suis toujours meilleure avec les meilleurs. D'accord. Ouais, ok, ça te transcende. Oui. J'adore les gens qui. C'est une escrimeuse qui est très forte, mais très intelligente sur la piste. Et du coup, sur lesquelles on peut vraiment avoir des conversations, dans le sens où si je lui propose une action, elle va y répondre de façon logique et elle va changer, et moi je vais changer. Et on va vraiment avoir ce jeu tactique qui est très intéressant, là où d'autres escrimeuses, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ils vont peut-être faire la même chose, quelle que soit la chose que tu leur proposes. Et du coup, c'est une adversaire que j'ai adoré tirer parce qu'elle est incroyablement forte et parce que je peux vraiment exprimer tout le potentiel de mon escrime. Donc j'ai de bonnes stats avec elle. Et ce n'est pas une athlète qui me faisait peur. C'est plutôt, moi, une fois que je rencontre les meilleurs, c'est là où ça me transcende et que j'ai ma meilleure escrime. Donc ton parcours continue, ce magnifique parcours. En demi, tu affrontes l'Italienne Arianna Errigo, double championne du monde et d'Europe. Tu t'imposes 15-2 en 1 minute 30. Je répète, 15-2 en 1 minute 30. Bon, là, c'est ce qu'on appelle un état de flow. Tu étais dans la zone, Isaura, clairement. Oui. Et puis Arianna aussi. Enfin, Arianna, c'est aussi différent. C'est une très grande escrimeuse également.
Et oui, je pense qu'elle s'était aussi embarquée dans vouloir faire quelque chose. Et sur ce match-là, j'avais été au-dessus, mais ça arrive. Ouais, je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais. Tu lui es rentré dans la tête un peu, non? 15-2, c'est au-delà même de juste sportivement ce que tu produis en tant qu'escrimeuse, non? C'est mental, là. Oui, c'est un peu de tout. Je pense que j'avais trouvé la solution. Ouais. Et que du coup, il y a des matchs comme ça qui ne reflètent pas nécessairement le niveau de l'adversaire. C'est pas parce qu'elle a pris 15-2, c'est une athlète contre qui j'ai perdu, par exemple, après au championnat d'Europe, que quand j'étais championne du monde, je l'ai battue et le score était beaucoup plus serré. Tu dis que chaque match est différent, de toute façon. Exactement. Et sur ce match-là, j'avais trouvé la solution et elle n'a pas réussi à en sortir. Ça ne reflète pas nécessairement la valeur ou la difficulté du match, parce que pour moi, ça restait un match très difficile. Je ne suis pas sortie de là sans transpirer en me disant c'était super facile. Évidemment. C'était juste super intéressant. Malheureusement, tu ne vas pas prendre la médaille d'or. Tu t'inclines contre Alice Volpi, numéro 2 mondial à l'époque. 12-12, et puis elle inscrit les 3 dernières touches, donc 15-12 au final pour l'Italienne qui décroche le titre de championne du monde 2018. Mais par contre, quand on regarde ta compétition, est-ce que tu dirais que c'est peut-être la meilleure escrime que tu as produit dans ta carrière sur une grosse compétition? Ou pas, hein, peut-être que tu as été meilleure sur d'autres. Ce qui est très intéressant avec cette compétition, c'est qu'elle arrivait l'année où je suis justement partie de l'INSEP et je venais de travailler avec un nouveau coach qui était ukrainien. Donc c'était une saison où je n'avais pas eu de médaille de toute la saison, donc très difficile et où j'ai appris énormément de choses. Et on ne se rend pas compte, mais changer d'entraîneur, ça prend énormément de temps pour s'adapter à la nouvelle, à tout ce que tu apprends de nouveau. Et c'est cette compétition, en tout cas, où j'ai eu l'impression d'avoir réussi à lâcher prise, parce que je pense que quand on veut absolument transformer son jeu, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et là, c'est le moment où il y avait mon ancienne escrime et ma nouvelle escrime qui fusionnaient et qui rendaient quelque chose de très efficace et très performant, et c'était vraiment très agréable. Donc ce n'était pas ma plus belle escrime, mais c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Aussi parce que personne ne croyait en moi cette année-là, du fait que je n'avais pas eu de résultats et que j'étais partie et qu'ils disaient ça y est, elle est finie, elle n'y arrivera pas. Et du coup, ça prouvait que non, j'étais encore là et encore meilleure qu'avant, donc c'était chouette. Je me permets de casser un peu le décor. Ouais. Prendre cette photo, la photo du podium, forcément. C'est vrai. À Wuxi 2018. Quand tu revois cette photo, Isaura, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Que le survêt n'est pas très beau. Non, je ne sais pas. Non, c'était très chouette. C'était un moment super. J'étais très, très fière de moi. Je crois que j'ai eu, sur la même journée, Yannick Borel qui avait aussi une médaille, qui était champion du monde, je crois. Du monde. Donc, je ne sais pas, il y avait ce truc aussi de partager avec un autre Guadeloupéen qui m'avait inspirée aussi dans ma carrière. Et j'étais très fière de moi, tout simplement. C'était une année très difficile. Et de la finir comme ça, ça se voit, je pense, sur mon visage, j'étais heureuse. Oui, c'est vrai que ça se voit. Et tout ça va te mener vers, alors quelques années plus tard quand même, mais vers Tokyo 2020, qui se transforme en Tokyo 2021, avec le Covid, forcément. Alors en individuel, ça ne se passe pas super bien pour toi, une élimination au deuxième tour. Par contre, en équipe, là, vous allez briller, avec tes coéquipières, Anita Blaz, Astrid Guyard et Pauline Ranvier, médaille d'argent. Alors déjà, avant de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, une médaille d'argent au jeu, ça vous lie à vie? Ouais. Oui. Ça renforce les liens automatiquement? Ou est-ce qu'il y a besoin forcément, peut-être il n'y a même pas besoin d'une médaille pour ça, mais est-ce que le fait de décrocher une médaille olympique ensemble, ça renforce encore plus tout ce que vous vivez entre vous? Je pense que oui, mais au-delà de ça, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est une équipe qu'on a eue pendant longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'on en rediscutait, Pauline, Anita, Astrid et moi. C'est depuis Moscou en 2000, je sais plus, 2013. Ouais, 2013, ouais, donc ok. Donc on arrive en 2021, enfin on a fait presque 10 ans ensemble. Vous êtes déjà très très soudés.
Oui, donc je ne sais pas si c'est que la médaille, parce qu'on en a eu d'autres. On a eu d'autres médailles, on a eu d'autres défaites, on a eu plein de choses. Mais oui, cette médaille, en tout cas, elle signifie l'aboutissement de beaucoup de travail ensemble, de bien se connaître, de s'apporter les unes les autres et de vouloir atteindre un but en commun et d'y arriver. Je pense que oui, c'était assez beau. Et puis c'est des beaux souvenirs, ouais. Franchement, oui. C'était chouette, cette remontada sur les Italiennes, c'était incroyable. Oui. C'était incroyable, on en parle encore des fois. Ou puis même la façon dont on a perdu sur les Russes, on se dit on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ceci. Enfin, c'est des choses qui sont tellement profondes pour nous et puis qu'on a tellement eu à aller chercher à l'intérieur de nous, personnellement et collectivement. Il y a des choses qui sont tellement pas palpables. Cette remontada, je me souviens que ça s'est joué sur un regard entre nous, où on était à -12 et je dis quelque chose et il y a cette énergie qui se transfère entre nous trois et on se dit vas-y, c'est possible. Ouais. Et bim, Pauline recommence à faire quelque chose, Anita commence à faire quelque chose et de fil en aiguille, on se porte et ça, c'est assez inexplicable, quoi. C'est assez inexplicable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été partagé au-delà de la piste, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est toi qui as le dernier relais sur ce match pour le bronze face aux Italiennes, face à Ariana Errigo. Hein, oui. On a parlé tout à l'heure que tu avais battu en 2018 15-2. Bah oui, tu l'as dit, remontada incroyable pour finalement prendre cette médaille et s'imposer 45-43. Décrocher une médaille olympique pour tes 3e Jeux, c'était quelque chose de fantastique. Oui. C'était quelque chose de fantastique à Rio. On n'avait pas le droit. Enfin, il y a une règle assez compliquée, mais avant, il n'y avait pas toutes les équipes à l'escrime et il y avait toujours 2 armes qui n'avaient pas les équipes au jeu et ça s'est tombé sur nous à Rio. Donc j'avais que l'épreuve individuelle. Et c'était une frustration énorme parce que j'avais vu les autres faire leur épreuve par équipe et je m'étais promis qu'à Tokyo, même si je n'avais pas ma médaille individuelle, je retrouverai les ressources pour rebondir parce qu'on n'a pas beaucoup de jours entre et pour aller chercher une médaille par équipe et vivre ce moment pleinement. Et ça a été fait et c'était vraiment génial. Donc j'ai oublié ta question. C'était juste que tu me donnes un peu ton ressenti, décrocher une médaille au jeu, la compétition la plus prestigieuse, en équipe en plus, c'est un sentiment indescriptible. Oui, donc j'avais réussi à faire abstraction de ma déception de ne pas avoir eu cette médaille en individuel parce qu'elle était aussi très importante pour moi, pour aller vivre ce moment et au final c'était un moment incroyable. L'après-jeu. Alors l'après-jeu, on sait que c'est dur à vivre pour beaucoup d'athlètes, hein, j'en ai reçu beaucoup dans ce canapé, Paris 2024, l'après compliqué à gérer. L'après-Tokyo a été très compliqué pour toi, hein, une dépression tout simplement, il faut dire les termes. Comment ça se manifeste une dépression quand on est athlète de haut niveau, quand on doit continuer à s'entraîner, à performer, à avancer? Ça se manifeste, comment ça se manifeste? Je ne sais pas si pour tout le monde c'est pareil, en tout cas pour moi c'était que j'avais vraiment perdu le goût de tout. Et puis, j'avais plus envie de m'entraîner, j'avais plus envie de continuer à faire quelque chose. J'avais l'impression de ne plus avoir de but, de ne plus réussir à mettre du sens dans pourquoi je me levais le matin, pourquoi me doucher, pourquoi manger, pourquoi... Voilà, et puis c'est des questions qui peuvent rentrer dans la tête, t'empêcher de dormir, donc tu rentres dans un cycle de fatigue et puis tu n'arrives pas à en parler. Et puis à ce moment-là, j'avais eu une médaille, comme tu dis, par équipe, donc il y avait un peu cette incompréhension, mais pourquoi elle ne va pas bien? Elle devrait aller bien. Toi, tu l'as su directement que ça n'allait pas, tu as mis des mots sur tes mots, tu t'es dit tout de suite que tu étais en dépression ou alors tu étais un peu dans le déni au début? Non, ça m'a pris énormément de temps pour dire que c'était une dépression. Même jusqu'à présent, j'ai encore du mal, mais après, c'était le cas. Après, je pense avoir eu, mine de rien, ce qui a été une des raisons pour lesquelles j'ai pris la parole sur la santé mentale, c'est que mine de rien, j'ai eu l'impression d'avoir eu plusieurs épisodes dépressifs dans ma carrière, du fait de ces montagnes russes et de ne pas avoir été éduquée avant de rencontrer ma psychologue pour gérer ces moments de down, parce qu'ils sont très invisibilisés dans la vie d'athlète. On ne voit que les moments de succès. Et en fait, souvent, quand on a des moments difficiles, on est amené à les digérer seul, dans son coin ou en dehors du milieu sportif, et de devoir revenir à fond pour repartir sur une nouvelle Olympiade ou de nouveaux objectifs. Et donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à cacher.
et à ne pas savoir, à ne pas être accompagné nécessairement pour traverser ces moments-là. Souvent, c'est les familles ou les proches, ou des fois, on est seul. Tu n'avais pas de suivi psychologique avant l'après-Tokyo? Si, j'étais Si, suivie, t'étais déjà heureusement. suivie, ouais. Oui. Ok. Mais par exemple, j'ai vu ton interview avec Colline et ça m'a rappelé ce moment-là parce que c'était la même chose. Ça avait été pris en charge par la structure à l'époque olympique qui prenait en charge les suivis psy, et ça s'était arrêté juste après, donc ça revient à ta charge, et c'est le moment où des fois tu perds des sponsors, où tu n'as pas nécessairement les moyens financiers de pouvoir continuer, donc tous ces moments-là, où les moments un peu moins glamour ou moins de succès, c'est les moments où justement tu en as besoin et où tu n'as pas nécessairement les ressources pour avoir accès au bon accompagnement. Mais j'ai de la chance d'avoir Myriam Salmi qui est incroyable, hein, donc qui m'a aidée aussi à sortir de ça. Mais aussi, on ne se rend pas compte, mais c'est des moments où on a tellement travaillé psychologiquement pour atteindre ses objectifs, parce que c'est beaucoup de travail aussi, l'optimisation de la performance, où en fait, on est juste complètement KO. Et que le suivi psy, on ne se rend pas compte, mais c'est du travail aussi. C'est énormément d'énergie aussi. Hein. Exactement. Et se relever et sortir de ces phases-là, c'est énormément d'énergie. Et il y a juste ce moment de décharge émotionnelle, de fatigue extrême, en tout cas, qui est un peu incompressible. On doit passer par là parce qu'on doit récupérer. On doit prendre le temps de, des fois, sortir de ce milieu, de faire autre chose, de trouver notre valeur en dehors du sport. Et il y a un peu cette relation de... mais si je vais chez la psy, ça veut dire que je suis capable de le faire, et on ne se sent pas toujours capable dans ces moments-là, donc il faut laisser le temps au temps aussi. Et le temps, tu vas le laisser, tu vas en parler, tu vas te remettre d'aplomb et tu vas briller, puisque le 20 juillet 2022, au Caire, tu deviens championne du monde. Cette fois-ci, il y a la petite photo derrière toi qui est magnifique. En plus de ça, l'année d'après, en 2023, tu deviens numéro 1 mondial. Alors ça, c'est un point commun avec deux athlètes qui t'inspirent énormément. C'est vrai. Clarisse Agbenienou, qui a évidemment été au sommet de sa discipline, et une joueuse de tennis, Naomi Osaka, qui a été numéro 1 mondial également en 2019. Pourquoi ces deux athlètes t'inspirent autant, Isaura ? Alors, Clarisse, pour tellement de raisons. Déjà, de son parcours sportif qui est incroyable. Franchement, c'est tellement exceptionnel. Mais au-delà de ça, c'est la manière avec laquelle elle atteint ses objectifs, toujours alignée avec elle-même, avec ses combats, avec une joie de vivre, avec un optimisme, une positivité, et en aidant les autres. C'est quelqu'un qui prend toujours le temps de parler aux autres. Moi, Clarisse Agbenienou en tant que porte-drapeau à Tokyo, c'était... pour les athlètes, c'est un cadeau énorme. Elle a été à la rencontre de chaque personne, elle connaissait le nom de tout le monde, les épreuves de tout le monde. C'est quelqu'un qui est généreux. C'est une championne qui m'inspire au-delà des mots. Et j'ai la chance des fois de pouvoir m'entraîner avec elle à la réathlétisation et de la voir. Elle a une éthique de travail incroyable. Incroyable. De la voir s'entraîner, je me dis, c'est d'une évidence que cette personne réussisse et atteigne ses objectifs, parce que c'est une vraie discipline. Et la façon aussi dont elle a mené sa carrière, mais sa vie privée, sa vie personnelle, à la suite d'avoir eu Athéna et les choix qu'elle a faits qui n'ont pas été simples, et elle a été jusqu'au bout de ces choix-là, je respecte énormément la personne, encore plus que l'athlète, qui est de toute façon immense, mais la personne aussi m'inspire énormément. Et Naomi Osaka, rapidement, très rapidement, un petit Très mot. rapidement, c'est une athlète qui a parlé de santé mentale, c'est une personne aussi qui m'inspire parce qu'elle a réussi à montrer toutes les facettes d'elle-même aussi sur le court, ses engagements, quand elle a parlé du Black Lives Matter, mais aussi de toute son identité. Elle a mis Haïti sur la carte, le Japon. C'est quelqu'un de très humble et voilà, qui casse les codes, qui est un peu comme moi, qui s'affranchit des cases dans lesquelles on nous met, et ça m'inspire énormément. Donc deux femmes inspirantes qui ont également mené beaucoup de combats, encore un point commun avec toi, parce qu'il y a un combat que tu as mené, un combat difficile que tu as finalement gagné. On rappelle le contexte, Isaura, en février 2024, tu es contrôlée positive à l'ostarine, un agent anabolisant interdit. Tu seras blanchie, totalement innocentée en juillet 2025, donc le combat a été long, il y a eu beaucoup de rounds, mais finalement tu l'as gagné. On ne va pas revenir sur tout cet épisode, tu en as déjà parlé, tu t'es déjà exprimé sur le sujet. Et c'est encore quelque chose qui est compliqué à gérer, je suppose, pour toi, compliqué à remettre sur la table.
Non, je pense que c'est pas que c'est compliqué, je l'ai digéré, mais je vis autre chose en ce moment. Là, je suis passée aussi à autre chose et du coup, c'est peut-être plutôt éviter de m'y replonger à chaque fois et de bien sûr. donner les mêmes explications que je trouve pas nécessairement utiles à chaque fois. Je suis d'accord, on va parler du coup de Paris 2024, la compétition, tu y as participé. Bon, avec cette année complètement tronquée, tu perds en individuel dès ton entrée en lice, vous êtes sorti en quart du par équipe. Avec le recul, tu arrives quand même à garder de beaux souvenirs de Paris 2024, le Grand Palais, l'ambiance, la ferveur autour du sport pendant un été? C'est difficile de dissocier, je dirais complètement positif, non, mais des moments en tout cas de bienveillance, de douceur, de soutien, indéniablement. Oui, j'ai eu un soutien incroyable. J'ai le souvenir d'avoir des gens qui ont crié notre nom, qui nous ont soutenus, ma famille juste après. Donc, je ne peux pas dire que c'était des moments de joie en soi, mais en tout cas de profond soutien, ce qui est déjà super dans des moments difficiles. Et voilà. T'as l'impression qu'on t'a volé tes jeux ou pas? On m'a posé cette question de la même façon la dernière fois que j'ai parlé des jeux. Et Je pense que c'est la question qu'on se pose un peu tous. oui, et je sais plus ce que j'avais répondu, mais je crois que j'avais dit non. Ouais. Non, c'est des accidents de la vie, c'est des choses qui... On ne peut pas toujours avoir le contrôle sur tout. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de m'être battue pour pouvoir aller jusqu'au bout. C'est pas comme ça que j'avais imaginé les faire, c'est sûr. Mais c'est la vie et je ne peux pas revenir en arrière. Donc, en tout cas, je suis juste fière de la façon dont j'ai géré les choses face à ce qui s'est passé, parce que c'était très dur. Et je pense que j'aurais pas pu le gérer mieux. Et Voilà. cette épreuve, dernière question là-dessus, Isaura, après on passe à autre chose, mais cette épreuve, qu'est-ce qu'elle a changé en toi en tant que sportive, mais aussi en tant que femme? C'est une bonne question, mais en tout cas, ça m'a appris à lâcher prise, à revenir à l'essentiel, puisque sur une fraction de seconde, ben, on perd un peu tout, et tout ce qu'on a construit pendant toutes ces années. Et puis au final, on devient reconnaissant des choses simples de la vie, de se dire on n'est pas obligé d'être champion olympique pour s'aimer, pour être bien dans la vie. Donc ça revient à des choses assez terre à terre. Et puis ça m'a appris en tout cas que j'étais vraiment une combattante, que vraiment j'abandonne jamais et que je vais jusqu'au bout des choses. Et je trouve que ça c'est vraiment une qualité que je suis fière d'avoir. Et ça m'a aussi juste simplement dit, je ne sais pas que ça a transformé beaucoup de choses, mais me dire aussi que j'ai bien fait les choses jusqu'à présent parce que toutes les personnes qui me connaissaient n'ont pas douté de moi. Donc ça veut dire en tout cas que mes valeurs et mon éthique tout simplement, mon intégrité, c'est des choses vraies. Donc de continuer à faire ce que je fais, à rester alignée avec moi-même et à être qui je suis, c'était plutôt ça. Donc voilà, et puis là je prends tout simplement le temps de me reconstruire. Je pense faire les choses avec un peu plus de douceur aussi, parce que quand on traverse des moments difficiles et violents, c'est aussi intéressant d'avoir des périodes un peu plus calmes et un peu plus dans la sérénité, dans la douceur. Eh ben nous, on va avancer doucement également Ouais. dans cette émission. C'est parti, on se projette dans la rubrique Chaud devant. Question très simple. Isaura, les Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles, oui, non, peut-être. Oui, parce que dans un coin de ma tête. D'accord. Mais peut-être parce qu'il faut faire les choses par étapes. Et à ton avis, alors imaginons, je garde le oui, la Isaura de 2028, en quoi elle sera différente de celle de 2024, de 2021, de 2016? Impossible de répondre à cette Je ne question. sais pas. Non. Pour l'instant, c'est au jour le jour, vraiment, tu planifies pas encore vraiment cet événement 2028, c'est juste dans un coin de ta tête. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est de ne pas me projeter trop, fermement en tout cas, mais avec espoir en tout cas, de continuer à apprendre, à grandir dans mon escrime. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai 34 ans et que j'ai toujours l'impression d'apprendre et de pouvoir progresser. Et j'avais beaucoup de doutes quand on est en dehors des pistes pendant 1 an et demi, quand on est en rééducation, on est loin de ce qu'on sait faire de mieux et de ce qu'on aime. On ne sait pas si on va être capable de revenir à son niveau, par exemple. C'était vraiment quelque chose qui me trottait dans la tête, de physiquement, techniquement.
Et aussi, psychologiquement, est-ce que je suis encore capable de m'entraîner autant, de sortir tout cet engagement dans le sport. Et maintenant, en tout cas, c'est des réponses qu'on ne peut pas avoir tant qu'on n'a pas fait les choses. C'est ça qui est intéressant. C'est pas des réponses en séparant, en tournant dans sa tête qu'on va se dire « ouais, ben c'est possible ». C'est vraiment en faisant. Et en tout cas, en faisant, j'ai réalisé que j'ai la conviction aujourd'hui que je peux être encore meilleure qu'avant. Et donc ça, c'est peut-être l'objectif que je me donne. Alors il y a beaucoup d'athlètes, je leur pose la question de l'après-carrière. Oui. Souvent, c'est une question qui peut faire un peu peur, où on me regarde avec des grands yeux, on me dit je sais pas, j'en sais rien. Toi, c'est loin d'être ça. Tu as plein d'idées, je suppose, pour ton après-carrière. Qui est déjà, d'ailleurs, tu es encore en carrière, mais tu développes déjà plein de choses. Ben oui, j'ai la chance je me suis donné les moyens de faire ce que je voulais faire à côté. J'ai monté plein de projets qui m'animent aussi en dehors de l'escrime, mon magazine, ma plateforme, j'ai créé des documentaires. Mais c'est vrai qu'il y aura quand même toujours cette petite peur de se dire qu'est-ce qu'il y a après, qui je suis sans le monde du sport, enfin sans ce mode de vie, parce que c'est un mode de vie très spécial. S'entraîner tous les jours, partir en compète tous les mois. Avoir un objectif à telle date, c'est complètement différent. Mais en effet, le fait d'avoir mis le pied dans d'autres univers, dans le milieu de l'entrepreneuriat, d'avoir fait d'autres projets, je comprends déjà les fonctionnements et comment ça se passe ailleurs. Et ça, c'est cool. En tout cas, on a découvert un petit peu la Isaura qui brille sur les pistes d'escrime, la championne. Et puis, il y a la Isaura, la femme engagée sur de nombreux sujets, notamment sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, dans le sport, sur la place des athlètes féminines, leur représentation dans les médias. C'est un sujet complexe, alors qui ne devrait pas être complexe selon moi, mais malheureusement qu'il l'est. Et on va en parler tous les deux au coin du feu. Elle connaît toute l'émission, Isaura. C'est le moment où tu viens, elle est complètement au fait de tout. On va partir d'un chiffre, Isaura. Notre discussion va partir d'un chiffre que tu as peut-être vu qui est assez alarmant. C'est une étude de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale qui a été réalisée avec l'Institut Kantar et menée auprès de 500 jeunes filles âgées de 13 à 20 ans, qui a révélé que près d'une adolescente sur deux renonce à la pratique sportive en raison de contraintes sociales. Quand tu entends ce chiffre, quand tu le vois sur ce visuel, qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que ça provoque chez toi en tant qu'athlète de haut niveau ? Oui, c'est un chiffre que je connais bien. C'est pour ça que j'ai monté mon programme en Guadeloupe pour accompagner les jeunes filles à éviter du coup ce décrochage sportif et aussi à mieux le comprendre, pourquoi il existe. Ça, c'était vraiment une des premières choses. Parce que les espaces sont encore occupés souvent par les garçons, parce que l'accompagnement des coachs permet pas toujours aux jeunes filles de continuer, parce qu'il n'y a pas nécessairement les structures pour qu'elles puissent s'entraîner, des fois les vestiaires. Des fois, c'est d'autres choses. Et ce n'est pas des raisons physiologiques comme juste avoir leurs règles, mais c'est aussi les accompagner dans leur puberté, toutes ces questions-là. Et du coup, comment on réduit ce chiffre ? Parce que moi, en tout cas, il ne me convient pas en 2026. Et comment on leur donne des outils pour pouvoir s'affirmer, que ce soit à travers le sport ou d'autres univers. Parce que je pense que c'est à cet âge-là qu'on se dit qu'on est capable de faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas abandonner quand il y a des obstacles. Quel est ton discours, toi, avec les jeunes filles que tu rencontres, justement, sur ce point-là ? En tout cas, j'essaie de leur poser la question pourquoi, parce que je pense que chaque cas est différent. Mais j'essaie de leur dire qu'il ne faut pas se mettre de limites dans la vie et que s'il y a quelque chose qui leur plaît, de continuer à le faire et de trouver les ressources pour le faire, en tout cas. En fait, le truc, c'est que dans ce chiffre, ça ne dépend pas que d'elle, en fait. C'est ça qui est important, parce que souvent on dit mais qu'est-ce qu'elle doit faire ? Et ça remet souvent la responsabilité sur les jeunes filles, alors qu'elles font déjà beaucoup. Et souvent, des fois, c'est peut-être l'entourage, ou qu'elles doivent aider leurs parents dans le foyer familial, ou parce qu'on les oriente plus vers les études, ou c'est dissuasif, des fois, tout simplement. Parce que dans ce chiffre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre statistique qui dit qu'elles ne veulent pas arrêter. Oui, donc, il y a un intérêt pour les jeunes filles à continuer la pratique sportive. Donc, en vrai, on peut leur dire beaucoup de choses, mais je pense qu'elles font déjà beaucoup de choses et leur donner surtout les moyens de pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire. Parlons maintenant de la médiatisation du sport féminin. Oui. Isaura, quand tu as été championne du monde en 2022 au CAR, tu as fait la une de l'Équipe. Oui.
Tu es l'une des rares sportives à avoir fait la une de l'équipe. Hein. Je pense que franchement, on les compte sur peut-être les doigts d'une main. C'est difficile ça aussi, ce constat de devoir faire beaucoup pour avoir la visibilité qu'on mérite, quoi. C'est devoir faire toujours plus en fait. Oui, je pense qu'on ne le fait pas pour ça. C'est ce qui est intéressant. Mais le constat, il est un peu triste parce qu'en effet, ça dévalorise des fois la performance parce qu'on ne se sent pas valorisé, on ne se sent pas reconnu quand on le fait et invisibilisé. Et c'est important de le dire parce que je les vois travailler, toutes les autres athlètes féminines, et en fait, je le fais aussi. Et moi, je sais l'effort qu'il faut pour en arriver là et la valeur que ça a. Et en fait, pour des raisons que je comprends, hein, de vendre du papier ou de l'audience qui est encore éduquée à vouloir tel sport constamment et telle façon de communiquer, on en arrive du coup à minimiser la performance de toutes ces athlètes. Moi, je pense que c'est ça les conséquences que ça a et je pense que les médias ont une responsabilité dans ça en se disant, bon, on a une vraie plateforme. C'est aussi à nous d'éduquer l'audience. C'est aussi à nous de mettre en avant les performances qui existent, au péril certaines fois du chiffre d'affaires parce que c'est ce qu'elles méritent. Donc c'est ça qui est important. En tout cas, c'est pour ça que moi j'ai créé ma plateforme aussi pour diversifier les canaux d'information, pour qu'il y en ait plus. Parce qu'en effet, en tant qu'athlète féminine, on doit énormément performer pour être vue. La statistique, c'était que c'était 12%, moi quand j'ai créé Essential Stories, c'était que c'est 12% de la couverture médiatique du sport qui est dédiée au sport féminin. Et à l'heure actuelle, il y a énormément de femmes, en tout cas dans le circuit du sport de haut niveau. D'ailleurs, on a réussi à atteindre la parité aux Jeux Olympiques de Paris, c'est qu'elles sont présentes. Et donc ça a été déjà un chemin pour qu'on en arrive à cette parité et maintenant aussi à la valorisation de la performance. Je pense que c'est important. Tu parlais justement de la plateforme que tu as créée, Essential Stories, en 2020. Il y a plein de choses qui ont découlé de cette plateforme, notamment ce magazine, 1900, ta série Focus, on en a parlé aussi. C'est vraiment une volonté très très forte ça, de mettre en avant les athlètes féminines, leur donner la parole, les voir aussi au-delà de juste des athlètes, des sportives, parler des échecs, de la santé mentale, de la maternité, des règles, des sujets qui sont encore tabous. Oui, en tout cas, moi, quand je l'ai créé, c'était mon constat, c'est que non seulement on avait peu de médiatisation, mais que la fenêtre médiatique était du coup très courte et qu'on avait peu de temps du coup d'aborder d'autres angles et de les montrer aussi autrement dans leur complexité, dans leur diversité. On les montrait toujours de la même façon, on parlait toujours des mêmes thématiques et je trouvais que c'était pas assez juste et honnête par rapport à ce que nous, en tant qu'athlètes féminines, on traversait. Donc j'avais envie de leur donner une plateforme où elles avaient le temps de raconter leurs histoires, de raconter les femmes derrière les médailles, de raconter les athlètes derrière les médailles aussi, parce qu'il y a énormément de phases où, du coup, si on nous voit que quand on gagne, le reste du temps, on ne nous voit pas du tout, alors que pour en arriver là, pour moi, tout champion a vécu des défaites. Bien sûr. Et que du coup, elles sont très intéressantes aussi. Et je pense que c'était aussi apporter un discours plus authentique à ce que c'est le sport aussi en général, déconstruire un peu toute l'idée qu'il y a autour de ce que c'est un champion ou une championne, mais je ne pense pas que ce soit un être qui est infaillible, qui traverse tous les obstacles quoi qu'il en soit, et que c'est la loi du plus fort, et que du coup c'est un héros. Et je pense que non, c'est des gens comme tout le monde, qui ont des failles, qui ont des doutes, qui ont des obstacles, qui ont des vies privées, qui ont des choses à dire. Et je pense que c'est aussi en ça que leurs histoires sont inspirantes. Et c'est aussi en ça que les gens peuvent mieux s'identifier à leur parcours et suivre ces athlètes de haut niveau. Moi, j'avais vraiment la conviction que si on les connaissait mieux, on pourrait s'y attacher et on pourrait les suivre et créer aussi une communauté de personnes qui a envie de suivre le sport féminin. Parce que je viens d'un sport niche, l'escrime, ça vient aussi de ça, et tout le monde ne fait pas de l'escrime. Mais je pense que quand on sait tout ce que j'ai dû traverser ou ce que je fais pour en arriver là, on a aussi envie de me soutenir pour mes compétitions. Donc voilà, c'est un ensemble de convictions qui a fait que j'avais envie de raconter
le sport féminin autrement. Non, et c'est très bien. Et tu as reçu du beau monde, Elodie Clouvel, Zakia Khoudadadi, Estelle Mosley, Alison Félix aussi, Alison quand même. Félix. Hein, là, tu peux te la péter. Hein. C'est la classe, mais je trouvais ça bien de parler de ce sujet. On rappelle aussi que c'est bientôt la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, comme chaque année, évidemment. Et moi, je pense qu'il faut que ça évolue. Alors, dans le sport, dans les médias aussi. Moi, je fais partie de ce milieu. Et il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ça évolue petit à petit. C'est lent, mais ça évolue. Mais je vous êtes là parce que heureusement que vous êtes là. On me dit mais on se bat dans les rédacs pour amener plus de profils, pour amener plus d'histoires et c'est pas simple. Et donc merci à tous ceux aussi qui font ce travail de l'ombre et qui essayent de diversifier un peu ce qu'on voit dans les médias. Mais je pense que c'est important surtout dans notre société. Eh ben, merci beaucoup Isaura pour ce sujet très sérieux, encore très complexe mais très intéressant. Bon, maintenant on va finir sur une note un peu plus légère. Hein. Cette émission, c'est Tout feu tout flamme. Alors, la petite tier list, rapidement, 5 catégories. Flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique, c'est le top du top. Et plus on descend, moins c'est bien. Plusieurs éléments à classer. Je te laisse, Isaura, prendre la tablette. Et ah oui, je passe mon argentique, feu de camp, c'est important. Allez. Dombré, flamme olympique, ça c'est sûr. Marie-Jo, flamme olympique, ça c'est sûr. 1900, allez, flamme olympique. Tiens, je remonte rapidement. Mais en fait, il n'y a que des choses. Tu sais quoi, attends, on fait juste une petite pause parce que j'aimerais que rapidement tu nous dises ce que contient ce magnifique magazine. Bien fourni, mais magnifiquement illustré. Rapidement, est-ce que tu peux nous teaser un peu ce qu'il y a dedans ? Du coup, c'est une revue. Là, on a en couverture Juliane Alfred, qui a été championne olympique à Paris. Donc, on a des éditos mode où on met en avant les athlètes féminines. Mais on a aussi des séries documentaires où on va vraiment à la rencontre des athlètes pour voir leur quotidien ou des compétitions. On a suivi Chirine Boukli au Grand Prix, au Grand Slam de Bercy. On a suivi Manon Brunet durant sa maternité à plusieurs moments. On a aussi des images d'archives parce que c'était important pour moi de mettre en avant les athlètes féminines qui sont passées avant nous. Donc on a un sujet par exemple sur Souria Bounali dont on parle beaucoup en ce moment. Et du coup on met en avant différents sports. C'est des sports qui sont des fois invisibilisés comme celui de Lisa Barbelin, donc au tir à l'arc, de Pritika Pavade avec le ping-pong. Et les interviews sont aussi très longues, donc lisez-les parce qu'on prend le temps de raconter leurs histoires. On a raconté l'histoire de Zakia Khoudadadi. Elle a été interviewée par un journaliste iranien en perse, dans sa langue, donc pour qu'elle soit vraiment à l'aise et qu'elle raconte un peu tous ses combats, toute son histoire. C'est une athlète paralympique afghane qui a vécu beaucoup de choses et donc on prend le temps de les raconter et en les mettant en avant avec de belles images également. Donc voilà. Franchement, bravo, hein. Des belles histoires, des belles images. Il est magnifique ce magazine. Franchement, donc bravo pour tout le travail fourni, Isaura. Je te laisse continuer cette tier list. Mais il y a que des trucs importants là. Moi, je mets Severance, flamme olympique. Ça, on est d'accord. C'est un point commun entre Isaura et moi. Severance, c'est vraiment la série top. Le karaoké, je le mets en feu de camp parce que c'est très important, mais que les gens qui m'ont entendu chanter diront que c'est pas flamme olympique. Eh bien, justement, c'est ce que je me suis dit. Regardons quand même. Mince. Ça, c'est pas bien. Et encore des sacrifices. C'est chaud. C'est la fiche, ça, quand même. C'est pas cool. C'est pas cool. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Eh oui, évidemment. Un classique. Donc, je suis pas beaucoup mieux, hein, t'inquiète pas. On fera pas un film, je pense. Mais je pense que les gens qui chantent bien ne devraient pas aller dans des karaokés. C'est pas bien. Je pense qu'ils devraient être interdits. This is my take. Du coup, après, juste la course à pied, cendre. Ouais. Voilà. Et le reste, en vrai, la mode, feu de camp, parce que j'aime bien, mais c'est pas non plus. Voilà, Venus Williams, moi j'adore. Flamme grande source d'inspiration aussi pour toi. Source que tu as rencontré, hein, une petite photo où tu es avec elle. Oui, ah oui. Voilà. Elle a le magazine, elle a 1900. Incroyable. Non, et puis on a discuté aussi et c'était vraiment très intéressant. Elle me parlait de blessures justement. C'était à l'époque où j'avais eu ma blessure et c'était résiliente. Athlète très résiliente et très inspirante. Le matcha, moi j'adore, donc c'est difficile, hein, flamme olympique, feu de camp, mais bon, feu de camp, allez. Et je sais que on garde les pâtes al dente, mais flamme olympique parce que pour moi il n'y a pas d'autres. Oui, d'autres cuissons, mais on est d'accord. Voilà, en fait, y a pas, le reste c'est cendre. Ouais.
Et du coup, la dent cassée, je la mets en allumette, je la mets pas en cendre, parce que ça reste un bon souvenir et j'ai bien rigolé. Et qu'elle est encore là, et oui. j'ai mon rendez-vous dentiste demain. Bah voilà, Donc, le timing voilà. est bon. C'est parfait. Exactement. Eh bien écoute, je vais te poser la dernière petite question qui tue, Isaura. Flamme olympique, tu dois choisir entre les Dombré, Marie-Jo Pérec, 1900, Severance, Venus Williams ou les pâtes al dente. Là, il y en a beaucoup. Hein. Le top du top pour Isaura Tibus, c'est quoi? Ah ouais, c'est chaud là, c'est pas possible. C'est facile, non? Moi, je serais à ta place. Les Dombré, j'hésiterais pas. la meuf qui me mange. Moi, j'aurais mis ton magazine, 1900. Non, mais je peux pas vivre. Tu peux pas choisir. Non, mais oui, non, mais Marie-Jo, c'est 1900. Et Ouais. Venus Williams, c'est 1900. Eh oui, donc voilà, tout ça est va. lié. Tout est lié. Tu Voilà. t'en sors bien, c'est bien joué. C'est bien joué. Je te remercie, Isaura. J'ai passé un super moment avec toi. C'était passionnant. Merci. Merci à partagé. toi. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Paul Lebret au son, Virginie Lacaille au maquillage. Salut tout le monde et à la semaine prochaine pour un nouveau On s'enflamme.